Culture Soccer. Bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, ce podcast fait par Culture Soccer et bien évidemment qui parle seulement de soccer canadien, 100% canadien. On parle de CanPL, on parle de championnat canadien, on parle d'équipe nationale masculine et d'équipe nationale féminine. Quand je dis on parle de qui? On parle de moi en premier, Adi Raphaël, un de vos animateurs, puis je suis rejoint par mon habitué, par mon ami, par ce gars-là qui est bon et qui adore tout ce qui est canadien, mon cher ami Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va bien? Salut Eddie, ça va bien, merci, et toi? Ouais, ça va. Écoute, voilà, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Comme chaque semaine, je le dis, je pense, à chaque podcast, je le dis, mais parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Commençons en premier par quelque chose de très important, qui est bien évidemment le tournoi pré-olympique de l'équipe nationale féminine. Pourquoi on va en parler? On va en parler, mais on va parler aussi de l'entrevue qu'a donné le commissaire de la CanPL, David Clanacan, qui a donné à un podcast qui s'appelle The Footy Prime. Footy Prime Podcast, ouais. Ouais, The Footy Prime Podcast en anglais pour ceux qui veulent l'écouter. Mais nous, on va discuter de ça en français. Donc voilà, on va vous parler de ce qu'il a dit parce qu'il y a des choses très, très, très intéressantes. Mais en premier, commençons par les femmes. Mon cher ami Daniel, est-ce que tu as vu ce match-là entre le Canada et le Mexique? Parle-nous un peu de ce que tu as pensé de tout ça par rapport à ce match-là. On sait que Christine Sinclair n'était pas laissée de côté cette fois-ci. Exactement, elle a même ponctué sa prestation d'un but en finesse dans la surface. La gardienne, honnêtement, si c'était pas la gardienne mexicaine, le score aurait pu être beaucoup plus sévère. C'est un 2-0 pour l'équipe canadienne. Et avant ça, il y a eu un autre match qui était samedi contre la Jamaïque, avec une victoire canadienne de 9-0. Visiblement, ça a été toute une récolte au niveau offensif pour l'équipe canadienne face dans ce premier tour. Et mission accomplie. On se retrouve, l'équipe est première du groupe et évite les États-Unis, demi-finale contre le Costa Rica à venir. C'est vraiment, honnêtement, c'est toute une performance offensive et je pense qu'il y a de quoi être fier. Mais dans la forme comme dans le fond, là, toi, t'en penses quoi? Écoute, dans la forme, moi je l'avais dit, il y avait deux équipes qui étaient dangereuses dans ce groupe-là et c'est là qui me faisait un peu peur. Il y avait la Jamaïque et il y avait le Mexique. L'obstacle de la Jamaïque, et c'est là qu'on voit la progression de cette équipe nationale canadienne-là, en tout cas le côté féminin, entre la Coupe du Monde 2019 et en quelques mois, maintenant, ce tournoi pré-olympique-là. Je pense que si jamais en juin 2019, si jamais le Canada avait joué contre la Jamaïque, on aurait vu un score de peut-être 2-1 pour le Canada ou même peut-être un match nul. Maintenant, on voit une équipe, même avec les mêmes joueuses, parce qu'on a vu, j'avais parlé lors du premier match, comme quoi le Kenneth Arner-Moller, l'entraîneur danois, avait fait beaucoup tourner. Cette fois-ci, il est revenu un peu avec une équipe presque titulaire, avec beaucoup de vétérans, comme Sophie Schmidt qui était encore là. On a Diane Rose qui était là. Mais c'est pas vraiment, elle est encore jeune, mais sauf qu'elle était là, et ça fait longtemps qu'elle est dans le giron de l'équipe nationale. Mais je pense surtout à Desiree Scott, qui était même capitaine durant ce match-là. La seule qui manquait à l'appel, c'était bien Christine Sinclair contre la Jamaïque. Mais elle a été remplacée par celle qui va prendre sa place bientôt, la petite jeune Jordine Huitema, qui joue au Paris Saint-Germain et qui a marqué 5 buts dans cette victoire de 9-0. De très beaux buts aussi. La relève est quand même assez bien de ce point de vue-là. Donc, point de vue Jamaïque, c'était un obstacle très bien franchi où il n'y a pas eu vraiment de grosses surprises. On l'a dit, Christine Sinclair était au repos. C'était intéressant. Et ce que j'ai aimé, en fait, la différence que j'ai vue, c'est que l'équipe canadienne jouait beaucoup plus offensivement, n'avait pas peur de dominer son adversaire de par sa technique. Ce qu'ils avaient trop peur de faire lors de la Coupe du Monde, j'ai trouvé une équipe qui était prête à prendre le jeu en main et c'est ça qu'on veut voir de cette équipe canadienne-là et elles l'ont fait avec brio pour après se présenter face au Mexique. Le Mexique, c'était vraiment l'adversaire le plus difficile dans ce match de groupe-là et on l'a vu, la victoire était de 2-0 comme tu l'as dit mon cher Daniel, mais non, pas seulement la victoire était de 2-0, on a vu une équipe qui était beaucoup plus physique, l'équipe mexicaine. Vraiment très, très physique même. On a vu 2 cartons jaunes donnés par l'arbitre.
Et bon, il y en a un qui frôlait le rouge selon moi, mais bon, bref. Et on a vu aussi quelques changements que j'ai bien appréciés de Kenneth Niedermüller. C'est bizarre parce que beaucoup vont me dire, qu'est-ce qui se passe, Adi? Tu descends Kenneth Niedermüller ça fait plus d'un an. Puis maintenant, tu dis bravo, ben oui, parce que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et en date d'aujourd'hui, ben, notre ami Kenneth Niedermüller, il fait des changements comme il faut. Oui, il y a des changements que j'aurais aimé voir différents. Mais d'un autre côté, écoute, quand ça marche, ça marche. On a vu Christine Sinclair, comme tu l'as dit, qui a marqué son but. On a vu un but de Shelina Zadorsky, qui est la défenseur centrale, pour qui c'était le deuxième but en équipe nationale. Un but où, il faut dire, même si la gardienne mexicaine a fait plusieurs arrêts, ben, sur le but de Zadorsky, la gardienne était vraiment à la rue. Mais c'est pas grave. L'équipe nationale canadienne, féminine canadienne, a vraiment réussi son pari en gagnant ces 3 matchs sans encaisser aucun but et en marquant des buts, mais vraiment en marquant en date d'aujourd'hui 22 buts en 3 matchs, ce qui est extraordinaire. Donc, on attend cette demi-finale face au Costa Rica qui sera importantissime parce que battre le Costa Rica demain soir, donc le vendredi soir à 7h le soir, heure de l'Est, très, très, très important parce qu'en gagnant le Costa Rica, on se qualifie pour les Jeux Olympiques et c'est le but initial. Puis après, c'est sûr, si jamais on gagne, on joue face au gagnant entre les États-Unis et bien évidemment le Mexique, le gagnant qui jouera contre le Canada pour un peu un titre de prestigieux, rien de plus qui va pas arranger grand-chose. Et puis là, on parlera de ça en temps et lieu, bien évidemment. C'est sûr que la finale sera disputée avant notre prochain podcast, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Daniel? Oui, si je ne me trompe pas, ça devrait être le cas. C'est ça, oui, elle est disputée le 9 février, donc elle est disputée le dimanche. Donc voilà, ça va être très intéressant à voir de ce point de vue-là. Comme je l'ai dit, une chose qui est assez positive, c'est voir la façon dont le Canada joue. Ils n'ont plus peur, ils sont là, ils se concentrent, elles sont en forme et il y a du jeu collectif et c'est ça que j'aime. Ça passe par les côtés, ça passe très bien par les côtés. J'aimais aussi le fait que enfin on a vu que Alicia Chapman, qui est une joueuse que j'aime beaucoup, la défenseur, la latérale gauche, a été laissée de côté pour Gabi Carr, la québécoise, la seule québécoise de cette équipe nationale canadienne et qui a très bien fait, même si d'habitude je l'ai plus souvent vu jouer au milieu de terrain. En tant que latérale gauche, ça a été très bonne. J'ai bien aimé. Elle est vraiment beaucoup plus en forme, vu que Chapman, ça fait longtemps qu'elle est là, mais j'ai bien aimé le match de Gabi Carr. Est-ce que ça veut dire qu'elle a pris sa place aux yeux de Niedermüller? Est-ce qu'elle a pris sa place de titulaire? Parce que si on regarde un peu le 11 de départ de l'équipe nationale féminine canadienne contre le Mexique, ça a l'air que c'est vraiment le 11 de départ avec Jade Rivière à droite, Buchanan Zadorsky en tant que défenseur central, Gabi Carr à gauche, Jessie Fleming, Desiree Scott, Sophie Schmidt, Nichelle Prince et Janine Becky qui sont au milieu avec sur les côtés, celles qui sont sur le côté, c'est Janine Becky et bien évidemment Nichelle Prince dans ce cas-là, et Christine Sinclair devant. Après, c'est sûr, on a Adriana Leon qui n'a pas joué durant ce match-là, pourtant elle avait fait 4 buts contre Saint-Christophe et Nieves. Bref, il y a beaucoup de choses à changer, comme Ashley Lawrence qui n'était même pas là non plus, qui joue de plus en plus au milieu de terrain et je la préfère au milieu de terrain qu'en tant que latérale. Bref, beaucoup de choses intéressantes du côté de l'équipe nationale canadienne. J'ai hâte de voir la suite. Je sais pas J'ai une question pour toi. Oui, vas-y, Daniel. Alors, est-ce que tu sais quand sera le match, la finale 3e place? Oui, la 3e place, allons voir, je l'avais ouvert devant moi. Non, je ne l'ai pas, si tu l'as, vas-y. Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, ben voilà, parfait, mais c'est normal. Je trouve que 2 jours entre la demi-finale et la finale, c'est quand même serré, là. Ouais, c'est serré, mais tu sais, arrivé à un moment, la finale, comme je l'ai dit, c'est rien d'important à part pour le prestige. Hein. On n'est pas en train de parler ni de la Gold Cup, ni de rester un tournoi pré-olympique. Il y a une finale juste pour la forme. Donc, il n'y a rien qui change en gagnant la finale ou non. C'est pas vraiment... Oui, c'est un titre sur le palmarès, même pas. Même pas, il n'y a pas de nom à ça. Il n'y a pas de nom. Mais c'est justement, c'est dans ces matchs-là que tu as plus de chances d'avoir des blessures quand tu joues peu de matchs. Au moins que vraiment, les équipes vont vraiment faire tourner après. Je sais pas, je me dis, si j'étais qualifié pour les Jeux olympiques, c'est vrai que tu te dis, on va faire tourner pour la finale, puisque de toute façon, il n'y a pas
Il n'y a pas de titre, il n'y a rien qui vient avec. Là. C'est pas la CONCACAF, c'est pas la Gold Cup U20 ou c'est rien. Là. C'est symbolique. Donc peut-être c'est dans cette optique-là qu'il y a peut-être une convention de faire tourner pour la finale. Là. Je sais pas. En tout cas, je suis pas trop sûr. C'est sûr, la demi-finale, c'est un peu la finale. Donc, il y a comme deux finales cette fois-ci. Donc, on va voir ce que ça donne. Ouais, vraiment, il y a deux finales parce que la finale, elle compte pas pour grand-chose. Mais bon, bref. J'aimerais juste mentionner aussi au classement des buteurs parce que c'est important. Je dis buteur parce que c'est plus simple, mais je peux dire buteuse si vous voulez. Ça dérange pas. La meilleure buteuse, c'est Jordine Huitema avec 6 buts. Donc, elle avait marqué 5 buts contre la Jamaïque, puis 1 but contre le Saint-Christophe et Nieves. La deuxième meilleure buteuse, c'est une Américaine, Lindsay Horan, avec 5 buts. Puis après, en troisième place, on a une Canadienne, une Américaine, avec Adriana Leon et Kristen Press avec 4 buts. Puis après, tu passes à 4 joueuses qui ont 3 buts. Tu as 2 Canadiennes qui sont Janine Becky et Christine Sinclair, une costaricienne et une Mexicaine. Je trouve ça un peu... On avait l'habitude de voir beaucoup plus d'Américaines dans ce genre de classement-là. Voir autant de Canadiennes. Il y a 4 Canadiennes sur 7 dans les 4 premières places de meilleures buteuses. Je trouve ça quand même très, très intéressant. Après, il y a beaucoup de monde qui vont me dire « Ouais, le Canada avec un groupe beaucoup plus facile que les États-Unis. » Ah, non, je suis pas d'accord du tout. Même si Haïti a été une bonne surprise avec, juste 3 points sur les 3 matchs, ils n'ont pas perdu par de gros écarts. Mais le Costa Rica a été très bon. Et Panama était une équipe qui était qualifiée en Coupe du Monde et qui a fini avec 0 points, avec 20 buts encaissés, un seul but marqué. Donc, bref, ça ne veut pas dire que le groupe des États-Unis était plus difficile, au contraire. Bref, je suis curieux de voir si ça veut dire que le Canada va enfin pouvoir battre sa bête noire qui sont les États-Unis. Je pense que la dernière victoire du Canada contre les États-Unis date depuis, si je ne me trompe pas, 2011. Donc, ça fait un bon bout. Voilà tout ce que j'ai à dire du côté de l'équipe nationale féminine. Tu as quelque chose à ajouter, mon cher ami? Non, honnêtement, tu as fait le tour. Moi, j'espère juste une victoire demain. Et le reste, comme après ça, il va falloir faire les ajustements en conséquence si qualification il y a. Et je me demande est-ce que Sinclair va continuer à se distancer là, pour le record qu'elle a battu? Oui, jusqu'à maintenant, elle est à 186 buts. Donc, c'est déjà 2 de plus qu'Abby Wambach. Donc, bref, très intéressant. Mais passons au sujet suivant. Et je pense que c'est le sujet qui va faire couler le plus, j'allais dire encre, mais on va dire le plus de salive, parce qu'on va beaucoup parler là-dessus. Oui, on a dit que le commissaire de la CanPL, donc la première ligue canadienne, a été reçu par bien évidemment les animateurs du podcast Foodie Prime podcast. J'ai du mal à me rappeler le nom, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, un show, j'ai beaucoup aimé ce podcast-là. C'est un peu différent des autres podcasts. Au lieu de faire juste une entrevue à David Klanakan, il y a eu une entrevue c'était plus une discussion, pas juste entre les deux, mais il y avait aussi 2 anciens joueurs de l'équipe, deux anciens joueurs canadiens qui ont tous les deux représenté, en tout cas un a représenté le Canada, a joué en MLS, qui est Terry Dunfield, et le deuxième c'était Danny Dichio, qui a joué en MLS mais qui a jamais joué pour le Canada. Et puis les deux ont été présents, puis c'était comme une entrevue à 4 où c'était pas juste un focus sur David Klanakan, mais c'était un focus sur les 3, la carrière des 2 autres, ainsi que parler de la CanPL. J'ai beaucoup aimé le mix entre les 3, il y avait une très belle harmonie entre le tout. Parle-moi un peu de cette entrevue avec David Klanakan. Je sais pas si tu veux parler en général en premier ou tu veux parler vraiment de point en point ce qu'il a dit, parce qu'il y a eu plein de choses intéressantes dans cette entrevue-là. Effectivement, mais moi je trouvais que c'était une entrevue pas mal complète. Il y avait beaucoup d'éléments de questionnement que nous avions. Et il y avait aussi des éléments que j'avais eu l'occasion d'en discuter avec lui quand il est venu à Montréal, notamment le lien avec le monde du soccer mondial. Il parlait de la Bundesliga, le responsable de la Bundesliga qui propose de l'aider, que les gens dans le soccer mondial sont assez ouverts à l'aider surtout une nouvelle ligue. Il a parlé des prêts
notamment qu'il devrait y avoir plus de prêts de clubs de MLS, mais qu'il ne veut pas que il veut que s'il y a des prêts, ça soit vraiment pour la saison. Il trouve que c'est pas intéressant pour un club d'avoir un joueur prêté et rappelé pendant la saison, et que ça enlève aussi un peu le statut de la ligue. C'est que si c'est une ligue de première division, c'est est-ce que d'avoir des options de rappel et tout, c'est pas une ligue de réserve, là. En fait, j'aimerais juste préciser en fait ce qu'il a dit parce qu'il a pas dit, il a pas dit ces mots-là exactement et j'ai bien aimé la subtilité avec laquelle il a choisi ces mots. Il a dit que si jamais on fait en sorte qu'il y a des prêts et puis que les joueurs les joueurs peuvent être appelés à n'importe quel moment, ben ce serait un autre genre de ligue. Et il a arrêté Ouais, ça là. En disant, effectivement. il n'a pas voulu parler de cet autre genre de ligue parce que lui, il n'est pas intéressé par cet autre genre de ligue. Mais on a lu entre les lignes, ben, Daniel et moi, comme l'a dit Daniel un peu plus tôt, il veut pas être une ligue qui est faite d'équipes réserves. Et c'est à peu près ça. Si jamais tu demandes, tu peux prêter des joueurs par la MLS ou par des clubs européens et les rappeler en plein milieu de la saison. C'est comme si tu es en train d'utiliser la CanPL les clubs de la CanPL comme des équipes réserves. Et ça, ce qu'il veut pas. Et ça, je comprends ça très bien, moi. Oui, ben moi je trouve que c'est bien comment il l'a dit, effectivement. Il a aussi parlé des différentes règles concernant l'effectif et l'Atlético, son opinion là-dessus. Il a parlé également de la Voyageurs Cup ou le championnat canadien par rapport au fait est-ce que l'Atlético Ottawa va en faire partie ou pas. Lui, dans ce cas-ci, il est pas vraiment, c'est l'Association canadienne de soccer qui décide pour ça, qui organise la compétition. Donc lui, il n'a pas vraiment son mot à dire, mais c'est sûr que lui, il aimerait bien que l'équipe en fasse partie. Il avait parlé du lien il a parlé que Mediapro les a mis en contact avec l'Atlético Madrid. Moi, je trouve que ça a été assez instructif, notamment surtout par rapport à l'Atlético Madrid, l'Atlético Ottawa et comment le club est rentré dans la ligue. Et je pense que c'est bien d'avoir ce genre d'entrevue. Là, je sais pas si tu es au courant, en passant, au cas où on oubliait, lundi, il va avoir, lundi, le 9, pardon, le 9 ou le 10, je suis mélangé. Le 10, pardon, il va avoir la présentation de l'Atlético Ottawa, là, à Ottawa. Donc, c'est là qu'on va avoir encore plus d'infos. Mais pour C'est pas le l'entrevue, 11? C'est le non, 11, je pense. c'était, normalement, si je me trompe pas, c'était, pardon. Ah, j'avais cru lire le 11. Mais en tout cas, je te laisse. On en reviendra plus On tard. reviendra là-dessus, mais j'étais Mais presque sûr d'avoir lu le 11. Après, peut-être je peux me tromper aussi. Ma mémoire me fait des tours parfois. Mais j'aimerais revenir un peu sur cette. Oui, c'est le 11, je viens de le voir. C'est le 11 février, donc, que c'est qui donne ça, en fait, qui parle du nom, des couleurs et du logo d'Ottawa. Donc, c'est le 11 février. Donc bref, mais revenons un peu à cette entrevue faite par David Klanakan. Tu as parlé de quelques petites choses un peu en bref, on va rentrer là-dedans un peu plus. Il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que c'est pas nous qui sommes allés vers l'Atlético Madrid pour leur dire ben, venez investir chez nous. Au contraire, il y a eu bien évidemment, avec l'aide de Mediapro, qui bien évidemment a joué un peu ce rôle en disant ben, on est là, donc je sais pas, venez voir un peu comment on fonctionne. C'est pas demandé par la Ligue, mais c'est demandé par Mediapro. Mediapro s'est engagé avec la Première Ligue canadienne en tant que partenaire. Et il l'a répété plusieurs fois. Il a dit que moi, Mediapro, c'était pas juste un deal de télé. Pour eux, on travaillait avec eux main dans la main pour faire avancer le soccer au Canada. Et c'est ce que j'aime. Parce que pour une nouvelle ligue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a des contacts à travers le monde du soccer pour pouvoir ramener ce genre de personnes-là qui peuvent ramener des joueurs, qui peuvent ramener de l'expertise, qui peuvent ramener des contacts et qui peuvent ramener des investisseurs dans une nouvelle ligue-là. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est ce partenariat qui est en train de se dérouler entre la CanPL et Mediapro, qui ont l'air de vraiment travailler main dans la main. Et c'est pour ça qu'il y a eu un deal de 10 ans. Hein. C'est pas un deal de 3 ans ou de 4 ans ou de 5 ans comme on voit dans les ligues établies. C'est un deal de 10 ans, donc ça veut dire que c'est dans l'intérêt de Mediapro de travailler pour la Première Ligue canadienne si jamais ils veulent, à ce moment-là, vraiment faire fructifier leur profit. Parce que 10 ans, c'est une très bonne chose. Ça leur donne une certaine flexibilité. Puis, à un moment donné, ils vont rentrer dans leur argent assez facilement s'ils font les choses comme il faut. je Et pense c'est que grâce... c'est du win-win là, quand c'est du long terme. Ouais, c'est du win-win, oui. Mais après, je pense que c'est du win-win quand c'est du long terme, quand c'est une jeune ligue, oui.
Après, c'est sûr que le prochain deal, si jamais tout va bien, le prochain deal, je doute très très fort que ce soit un deal de nouveau de 10 ans. Ce sera un deal de 4-5 ans parce que au bout de 4-5 ans, ben, on sait très bien, les droits TV, ben, ils grimpent assez vite. Et on le voit un peu avec les ligues européennes, même en MLS. On s'attend à un nouveau deal en 2022. Il paraît qu'à peu près que le deal pourrait être presque augmenté de 100%. Donc, bref, le double de ce qui est en train d'être payé maintenant. Donc, bref, ça peut être beaucoup et pourtant, ça fait juste 5-6 ans qu'il y a eu ce deal-là en MLS. Mais revenons à cette émission-là, à ce podcast-là et notre sujet à nos moutons. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il a dit des choses, en plus du prêt, il a dit que l'Atlético Madrid, quand ils sont venus la première fois, ben, ils ont aimé, ils ont posé un peu des questions et ils se sont intéressés, ils posaient un peu plus de questions, ils avaient un peu plus de discussions, ils demandaient à droite et à gauche c'est quoi qui se passe. Puis arrivé un moment, ils leur ont dit, vous savez quoi, on est intéressés, mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que l'Atlético Madrid n'a rien demandé en retour. Ils n'ont pas dit, ben écoutez, non, vous devez changer cette règle-là, ou vous devez changer cette règle-là. Non. Ils ont accepté tout ce qui est en train d'être fait par la Première Ligue canadienne sans demander quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas eu vraiment de compromis de la part de la Première Ligue canadienne. Peut-être le seul compromis qu'il y a peut-être eu, c'était « OK, on est prêt à commencer maintenant. Ben, je sais que pour vous, c'est un peu en retard 2020, mais non, je veux commencer maintenant. » Je pense que c'était pas vraiment un compromis pour la Première Ligue canadienne, n'est-ce pas, Daniel? Non, ben je pense que c'était arrivé in extremis. Il a parlé d'ailleurs aussi par rapport au contenu des joueurs canadiens qu'il n'y a pas eu de négociation là-dessus. Parce qu'on lui avait demandé à David Flanagan, est-ce que il y a des chances que les quotas changent par rapport au temps de jeu des joueurs U21 canadiens, etc. Puis il disait que le club n'a pas voulu négocier là-dessus. Donc, ça indique aussi que l'Atlético Madrid ne compte pas utiliser le club comme une équipe réserve. Puis de toute façon, vu le calendrier qui est différent, ça m'aurait surpris. Également, il avait parlé que l'Atlético Madrid trouvait ça intéressant que la Ligue fait qu'elle soit en lancement, ça ouvre la porte à des expérimentations, c'est des choses qui ne se font pas ailleurs dans le monde. Et ça, c'est sûr que c'est une opportunité qui ne se présentera plus pour l'Atlético Madrid là, de joindre une ligue nouvelle. Le nombre de ligues nouvelles dans le monde, comme dans les 10 dernières années, c'est assez limité. Là. Donc, ouais, c'est sûr. Surtout en première division, tout a déjà été fait. Donc, c'est une opportunité qui se présentera pas. Puis, faut se dire les vraies affaires, ça risque de prendre de la valeur. Il y a plus de chances que ça en prenne que ça en perde, disons. Ouais, exactement, exactement. Donc ça, c'était quelque chose aussi de très intéressant. Et tu as parlé, bien évidemment, un peu en bref, il y a une question, je trouvais ça un peu la question un peu bizarre de l'animateur Charman, qui a posé une question à Danny, j'ai dit Danny, à David Flanagan. Il lui a dit, est-ce que tu vois est-ce qu'il va y avoir des règles qui vont changer par rapport au nombre de joueurs canadiens disponibles et qui sont obligatoires pour un club de foot dans la CNPL? Puis la réponse de Flanagan était, attends, il y a déjà 16 joueurs canadiens qu'on demande dans le groupe, c'est quand même beaucoup, et on demande déjà à ce qu'il y ait 1000 minutes données à des moins de 21 ans. Je pense qu'on est très bien comme ça, puis ce serait un peu préjudiciable de demander plus. C'est déjà beaucoup, c'est déjà une très bonne chose. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de changer grand-chose de ce point de vue-là. D'un autre côté aussi, il lui a demandé, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce ils n'ont pas eu peur de critiquer un peu la Ligue, le peu de critiques qu'on peut lui faire. Ils étaient là, le niveau des joueurs internationaux, ils ont trouvé ça un peu, que le niveau des joueurs internationaux était quand même assez bas. Et ils voulaient savoir si jamais il y avait quelque chose qui était fait par rapport à ça. Puis c'est là que David Flanagan a mentionné la fameuse entente qu'ils ont pris avec, excusez-moi, avec la firme qui a la grosse base de données de joueurs internationaux afin de les aider à mieux recruter des joueurs internationaux. J'ai bien aimé les réponses de David Flanagan, n'est-ce pas, Daniel? Ouais, mais moi je trouve qu'il maîtrisait bien son sujet là, à ce niveau-là. C'est sûr que c'est des sujets
qui méritait d'approfondissement, là. Mais oui, l'histoire, c'est vrai, je me rappelle, il avait expliqué avec 21st Century, puis le niveau des joueurs internationaux et comment ça peut être difficile le recrutement pour les clubs. D'ailleurs, à ce niveau-là, on commence à en voir un peu les effets là, avec les transferts qu'il y a eu cette semaine. Ouais, ben, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Par contre, j'aimerais ajouter une dernière chose, parce qu'il y a eu une question, je pense, qui nous brûle les lèvres depuis très longtemps, à tous. Ben, ils ont demandé, est-ce qu'on va voir l'Atlético d'Ottawa dans le championnat canadien? Puis la réponse de David Klanahan était la plus honnête possible. Il a dit, ben, moi, j'espère, mais d'un côté, c'est pas ma décision, c'est la décision de Canada Soccer. Et puis, il y avait un avis assez divisé entre ceux qui étaient là, donc que ce soit Terry Danfield, que ce soit Danny Dichio ou Charman ou Klanahan. Il y avait, je me rappelle plus qui était pourquoi, mais il y a certaines personnes qui disaient, ben non, c'est injuste pour les clubs de la Ligue 1 Ontario et la Ligue PLSQ qui ont dû se battre comme des malades pour avoir une place. Par rapport à l'Atlético d'Ottawa qui arrive un peu de nulle part puis obtient directement une place. Il trouve que Ottawa doit au moins prouver qu'elle a la capacité d'avoir une équipe en première division avant de pouvoir se qualifier pour le championnat canadien. Puis cette année purgatoire-là serait assez logique. Donc bref, il y a deux écoles par rapport à ça. À te dire très franchement, je suis plus d'accord avec le côté qui dit que moi j'aimerais attendre que ce soit l'année prochaine. Je veux pas non plus dire à l'Atlético Madrid, ben tiens voilà, tu as tout sur un plat d'argent. Non, j'aimerais qu'il participe au championnat canadien. Peut-être pas cette année parce que il va falloir tout refaire en fait. On a parlé du tirage au sort, comme quoi ça allait être difficile. On n'avait pas trop aimé le tirage au sort, mais bon bref. Je sais pas ce que tu en penses toi. Est-ce que tu es plus de l'avis de ceux qui veulent attendre que Ottawa ait ce championnat ait accès à ce championnat canadien, ou tu préfères qu'ils aient accès dès le début de leur première saison? Ben, je suis partagé là. Une partie, dans un sens, ce serait bien qu'ils participent parce que les clubs de CanPL aussi l'année passée, quand ils ont participé, ils avaient jamais joué avant. D'un autre côté, ça pourrait affecter le calendrier, mais j'ai pensé à quelque chose. Il y a plusieurs qui proposaient des solutions, notamment que Cavalry ou Vancouver n'est pas un bail. Mais j'ai pensé à ça. Si mon calcul est bon, une des solutions pourrait être justement que l'Impact obtienne son bail en demi-finale. Ouais, ça pourrait être une bonne, ouais, ce serait une bonne solution aussi, bien Par évidemment. exemple, faire rentrer. Ben là, il faudrait se décider qui va rentrer, va avoir un bail pour le quart, mais peut-être ça serait York. Mais là, ça serait compliqué. Non, je pense que devrait se jouer entre ceux qui étaient de son côté là, qui sont HFX ou York, et faire rentrer l'Atlético Ottawa au premier tour. Je pense que ça serait pas impossible. Non, excuse-moi, c'est HFX, oui. Non, en fait, ça serait de faire passer HFX au tour suivant et et là, il y aurait un match entre l'Atlético Ottawa et l'AS Blainville. Je pense que ça pourrait être une solution, parce que là, ça réglerait le problème de l'Impact de Montréal qui voulait avoir son bail, puis ça ferait rentrer l'Atlético Ottawa. Ouais, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je suis d'accord avec ça. Oui, ça pourrait être une bonne chose. En tout cas, on verra bien par rapport à ça. Quelque chose à ajouter sur cette entrevue-là aussi, parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs autres petites choses que j'ai beaucoup aimées. Il a parlé aussi de l'aide, bien évidemment, de plusieurs ligues européennes. Il a parlé qu'il y a souvent des discussions avec des gens de la Bundesliga, de la Serie A, de la Ligue 1, ainsi de suite. Et on lui a demandé est-ce que ça pourrait ouvrir la porte à d'autres clubs. On a parlé de la fameuse rumeur à propos de l'Olympique Lyonnais qui serait peut-être intéressé aussi à investir dans la Ligue avec un nouveau club, surtout au Québec. Il a dit, bah, écoutez, je vais être honnête avec vous, il n'y a aucune discussion entre un club étranger et la CanPL en date d'aujourd'hui. Donc, il n'y a rien de proche, il n'y a aucune discussion, il n'y a rien qui est en train d'être fait. Par contre, est-ce que je sais qu'il y a de l'intérêt? Oui, il y a de l'intérêt. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait part de leur intérêt, mais c'est pas aller plus loin. Donc, il n'y a rien d'imminent, ni pour 2020, ni pour 2021. Bref, il n'y a rien d'imminent en date d'aujourd'hui. Après, toutes les choses peuvent changer du jour au lendemain. Mais n'empêche, juste pour répondre aux questions des gens qui pensaient encore que c'était imminent, un genre de club chapeauté un peu par l'Olympique Lyonnais, on est loin d'être là. Donc, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter par rapport à cette entrevue-là.
Non, honnêtement, on a fait pas mal le tour. C'est sûr, on a sûrement oublié des citations par-ci par-là, mais on invite les gens à écouter l'entrevue et nous dire ce que vous en pensez. Ouais, non, bien évidemment, bien évidemment. Et puis après, on va finir un peu ce podcast-là, un podcast un peu express, mais d'un autre côté quand même assez intéressant, pour parler un peu de quelques petits transferts qui se sont passés en KNPL. On commence bien évidemment par le plus important, bah, surtout pour la majorité francophone qui écoute ce podcast, qui sont pour la majorité, il y en a beaucoup, je dis pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont supporters de l'Impact de Montréal. Et l'ancien gardien de but de l'Impact de Montréal, passé par l'Académie, qui était 4e gardien l'année passée, Jason Beaulieu, ben, vient tout juste de signer avec Halifax. On dirait que Halifax, c'est la nouvelle équipe réserve de l'Impact de Montréal, sans en être vraiment une réserve, parce que c'est juste des anciens joueurs de l'Académie qui n'ont plus aucune attache avec l'Impact de Montréal, mais il y en a beaucoup à Halifax, n'est-ce pas, Daniel? Effectivement, ben là, quelqu'un m'a demandé aujourd'hui sur Twitter, il y avait combien de Québécois? Il y en a 7 qui sont au HFX Wanderers, donc Jason Beaulieu est le 7e. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui parce que je pense pas qu'on lui aurait donné... tu sais, honnêtement, moi, je l'ai jamais vu jouer. Tu sais, beaucoup de gars de l'académie, quand on parle d'eux, personne les a vu jouer, mais tout le monde veut les voir avec l'équipe première. Moi, je pense que, tu sais, juste en termes de CV, je voyais difficilement une équipe lui donner un poste de numéro 1. Mais avec Oxner, il a des chances de pouvoir aller chercher du temps de jeu parce qu'Oxner est quand même jeune. Il a fait beaucoup de bons matchs l'année passée, mais encore en apprentissage. Et il va avoir en plus de ça l'encadrement de John McElwilliams, qui va être l'entraîneur des gardiens. Ou là, je sais plus s'il est rendu l'entraîneur adjoint depuis que Derek King est parti. Mais en tout cas, ça va être une occasion pour lui d'aller chercher du temps de jeu. Il y aurait plus de chances de l'avoir là-bas qu'à Cavalry, c'était impossible. Et les autres clubs en avaient, à part Valor, pas mal tous les clubs ont signé au moins un gardien. Donc, je pense que c'était un bon choix pour lui. Puis en plus, il y aura ses amis de l'académie. Autre transfert, il y a eu justement en 21st Century, on voit un peu leur touche sur le marché des transferts. Il y a eu aujourd'hui, Pacific FC a annoncé Alejandro Diaz, un joueur mexicain qui est signé au club de la Côte-Ouest. Le Pacific FC, d'ailleurs, ne recrute pas beaucoup à l'étranger, mais quand ils recrutent, ils aiment bien aller en Amérique latine. C'est un attaquant. Il vient de Club América. Il a de l'expérience en première division mexicaine. Moi, tu sais, je sais pas pourtant, moi, je l'ai jamais vu jouer. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a eu aussi un milieu suédois, Erik Zetterberg, qui a signé FC Edmonton. Et je te laisse deviner pour qui il est venu remplacer ce Erik Zetterberg, numériquement du moins. OK, ben c'est cool, tous ces transferts-là. Moi, j'aime beaucoup ce que je suis en train de voir. Je vais être honnête avec vous, j'en connais aucun, à part Jason Beaulieu, que j'ai déjà vu, que ce soit en entraînement ou j'ai vu quelques vidéos à un moment donné où il était dans le college soccer parce que bon, on le sait très bien que sur Culture Soccer, on parle de college soccer. Mais par contre, c'est ça, je connais pas grand-chose de ces joueurs-là, mais ça a l'air intéressant. Comme tu le dis, puis ça a l'air que effectivement 21st Century est en train de faire exactement son travail. Ils sont en train de faire ce qu'il faut pour ramener des joueurs. Ça a l'air que les joueurs sont au courant. Et David Klanaken l'avait dit durant l'entrevue, ils sont courants là où ils viennent, ils savent à quoi s'attendre. Et puis, je pense que c'est ça le plus important. Hein? Donc, c'est pas des joueurs qui arrivent un peu complètement dans le vide, qui s'attendent à quelque chose et qui reçoivent autre chose. Ils savent déjà exactement à quoi s'attendre. Donc, je trouve ça encourageant pour la Première Ligue canadienne. Et est-ce que tu sais quel gros transfert intra-CanPL il y a eu cette semaine? Ouais, j'ai cru entendre qu'il y avait un beau transfert, bien évidemment, entre Calgary et Edmonton, n'est-ce pas? Exactement. C'est Bruno Zebi qui... je crois qu'il a vécu au Québec pendant une partie de sa vie. Il est né en France. Il a signé, il est passé de FC Edmonton à Cavalry FC.
Donc, on a le premier transfert intra-albertain. Lui, déjà, il avait déjà joué à Edmonton et à Calgary avant à la ScanPL. Et donc, il retourne, il a déjà l'habitude de bouger d'une ville à l'autre. Donc, ce sera pas nouveau pour lui. On lui souhaite bonne chance. C'est peut-être pour ça que le FC Edmonton a recruté un milieu de terrain suédois. Puis en même temps, puis du côté de Calgary, c'est pour remplacer Julian Boucher qu'on a appris qu'il a signé en 4e division allemande cette semaine. Oui, j'aimerais en parler de ce move-là de Julian Boucher. On va en parler un peu plus tard, mais juste pour mentionner, Bruno Zebi, ben, c'est un Français. Il est né à Paris, donc juste pour mettre au courant. Jeune de 24 ans, donc il n'est pas très jeune, mais il n'est pas très vieux non plus. Donc bref, hâte de voir ce qu'il va être capable de faire ou si jamais il va avoir du temps de jeu aussi à Calgary, parce qu'il en a eu à Edmonton. C'était un bon joueur, sans plus. On verra à ce moment-là ce qu'il est capable de faire du côté du Cavalry FC. Parlons de Julian Boucher. Qui a pris un choix, selon moi, assez étonnant. Bon, après, on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, mais on voit un choix où il quitte Cavalry FC, qui est une des meilleures équipes de cette ligue-là, pour aller signer en 4e division allemande. Oui, vous avez bien entendu, 4e division allemande. Mais en même temps, il pense déjà à son après-carrière, Julian Boucher, n'est-ce pas? Oui, bien mentionné que c'est pour être proche de sa ville, puis il y avait des opportunités pour son après-carrière en allant là-bas. J'ai pas trop compris de quelles opportunités il faisait allusion, là. Est-ce que c'est pour retourner aux études? Est-ce que c'est pour faire partie du staff par exemple, d'entraîner l'équipe réserve ou quoi que ce soit? Donc, je pense qu'on va savoir peut-être. Il le dit, Oliver Platt l'a dit, un des animateurs sur One Soccer, il a dit qu'il va là-bas et il va jouer et il va avoir aussi un rôle dans une agence de marketing qui est associée avec le club. Et puis il a dit, et il a mentionné Julian Boucher, qu'il a dit que à la fin de mon cours en relations internationales, je cherchais pour un club, j'ai essayé de chercher un club en Allemagne qui peut me permettre de vivre aussi ma passion pour le sport, pas seulement en tant que joueur, mais aussi pour une certaine opportunité de carrière, d'après-carrière sur le long terme. Et il veut arriver au plus haut niveau de soccer, plus dans le côté marketing qu'en tant que joueur. Bizarre parce que quand tu es en train de jouer avec une des meilleures équipes du pays, assez bizarre comme choix. Après, bon, il a juste 26 ans, donc c'est quand même bizarre qu'il fasse ce choix-là. Peut-être qu'il sentait qu'il était plus fait pour le foot. Peut-être qu'il sentait que son corps était sur le point de lâcher. Il avait des blessures qu'on n'était pas trop au courant. Je sais pas, mais c'est quand même assez bizarre comme situation. Après, bon, c'est son choix et il l'a pris. Exactement. De toute façon, on peut pas faire les choix à sa place. Lui, il a fait un choix qui est considéré stratégique. On peut juste lui souhaiter bonne chance et mais ça en dit gros sur comment c'est difficile de faire sa place dans le monde professionnel. C'est facile de parler quand on n'est pas à la place du joueur, mais les joueurs, il y a des joueurs qui stressent un peu sur leur après-carrière et ils pensent que c'est peut-être mieux de commencer à y penser pendant qu'on est sur le terrain avant de... Parce qu'il aurait pu aller, je suis pas mal sûr qu'il aurait pu rester au Cavalry, il aurait pu probablement avoir sa place dans pas mal de pays dans le monde. Mais après ça, on connaît pas son corps, on connaît pas ses ambitions, de son background, d'où il vient et tout. Donc, je respecte son choix. Puis, je pense que Cavalry, c'est peut-être Bruno Zebi qui va prendre sa place sur le terrain. Mais faut s'attendre à ça. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, il y a beaucoup de joueurs de la Canadian Premier League qui signent dans des divisions. Les deuxièmes divisions européennes et tout. Et ça sera pas surprenant, là. Les joueurs font des choix sportifs et extrasportifs. Et actuellement, c'est d'ailleurs pour ça que la Ligue fait affaire avec une firme pour avoir accès à des meilleurs joueurs internationaux. D'ailleurs, parlant de joueurs internationaux, toi, t'as Simon Adjei, qu'on a longtemps parlé de lui l'été. Il avait été prolongé par le York Nine, mais finalement, Ouais. ils ont mis fin au contrat.
Donc, d'un accord mutuel. Je sais pas si c'est pour faire de la place pour quelqu'un d'autre ou si Ben, c'est c'est sûr. Ils n'avaient pas grand monde dans l'attaque, à part AJ du côté de York 9. Donc, moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se trame là. Après, bon, Simon AJ a été un peu une déception en début de saison. Après, en fin de saison d'automne, il n'a pas été mauvais non plus. Hein. Après, ça n'a pas été le serial buteur qu'on s'attendait. Moi, je m'attendais à ce qu'il explose tout. Finalement, pas du tout. Exactement, son physique de viking. Mais bon, moi, ça se peut aussi que ce soit lui qui l'ait demandé, c'est lui qui l'a demandé pour avoir une occasion de retourner en Suède ou ailleurs en Europe. Là. Donc, de toute façon, on va le savoir assez vite, je pense. Soit par la nature de son remplaçant, soit par la nature de sa destination. Exactement. Ben, on verra à ce moment-là. Ben, écoute, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, pour notre épisode de CSL Érable. Comme je l'ai dit, un épisode un peu plus court que d'habitude, mais je pense que c'était important qu'on vous mette au courant des affaires qui sont en train de se passer. Donc voilà, on se voit, je pense, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSL Érable, bien évidemment, sur le site www.culturesoccer.com. Merci encore, Daniel, et à la semaine prochaine.